Bonjour et bienvenue à notre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va jouer au jeu des 7 erreurs avec la salutation au soleil. On va voir les mots-clés dans la salutation au soleil, essayer de bien définir nos sensations avec les articulations dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va essayer de bien placer ces articulations, qu'on soit la tête en bas, qu'on soit la tête en haut, qu'on ait les jambes en l'air, qu'on ait les jambes allongées. Qu'on soit plié en deux ou pas plié en deux, on va essayer d'avoir des sensations très claires de notre corps dans l'espace. Donc la salutation au soleil, vous la connaissez très bien maintenant, donc c'est celle-là qu'on va travailler, la salutation au soleil classique de chez Shivananda. Voilà. Alors au passage, on a la petite phrase sympa, la santé est la vraie richesse. C'est ce qu'on va chercher à être en bonne santé. La paix de l'esprit est le vrai bonheur. Le yoga montre la voie. On a de la chance. Alors, voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de faire ça correctement. Vous voyez qu'il y a 12 étapes. Et que ces 12 étapes, c'est à chaque fois des transitions. On va essayer d'être correct dans les transitions et dans la respiration et dans comment se placer. On va commencer par se détendre comme à l'habitude. Donc vous allez pouvoir vous allonger sur le tapis. Alors, allongé sur le tapis, on va faire comme d'habitude. On va essayer de prendre la bonne habitude. D'abord de se placer complètement, en allongeant d'abord en serrant les genoux contre la poitrine. En aplatissant le dos, vous sentez le dos qui est aplati au sol. Ensuite, vous attrapez votre tête par l'arrière, en plaçant les doigts sous la tête. Et vous la soulevez. Et vous l'étirez un petit peu plus en arrière pour poser maintenant l'occiput, c'est-à-dire l'os qui dépasse derrière la tête. Et vous peignez les cheveux en arrière, dans le mauvais sens, pour bien vous assurer que la tête est posée loin des épaules. Ensuite, on va poser un pied par terre, puis l'autre, et on va pousser les talons loin du bassin, l'un après l'autre. Donc, je prends un talon que je glisse le long du sol, que je garde loin, donc je vais garder la jambe tendue, pousser avec mon talon, amener mes orteils vers moi pour étirer l'arrière de la jambe, et ensuite je relâche. Prendre une bonne inspiration, et faire la même chose avec l'autre jambe, donc sur une expiration, je vais pousser mon talon le long du sol, loin. Garder le pied flex, pousser mon talon un petit peu plus loin, le soulevant, et relâcher. Je peux écarter mes jambes. Étirer mes jambes encore un petit peu. Et puis, en gardant le bas du dos collé au sol, je vais étirer mes bras en arrière. Donc, faire tout ça, c'est surtout pour sentir comment on peut allonger son dos, allonger ses jambes, mettre de l'espace entre les épaules et le bassin, entre les talons et le bassin, entre les mains et les épaules. Et avec la respiration profonde, on va pouvoir sentir comment les côtes sont mises en premier plan. C'est tel qu'on sent en premier plan quand on respire dans cette posture. Voilà, donc on va sentir l'ouverture de la cage thoracique à l'inspire. Et puis la cage thoracique qui redescend sur l'expire. Voilà. Et on va continuer d'observer la respiration dans la cage thoracique en allongeant la respiration. Donc j'allonge l'inspire pour ouvrir encore un petit peu plus la cage. Et j'allonge l'expiration pour sentir la différence entre
la phase haute et la phase basse. Et encore une fois, j'engage les côtes vers le plafond à l'inspire et j'engage les côtes vers le sol à l'expire. Voilà. On va relâcher les bras, plier les jambes, rouler en boule et ensuite tourner sur un côté en boule. Prendre appui sur les deux mains, laisser la tête en bas pour se redresser en poussant sur les deux jambes. Voilà. Vous pouvez vous asseoir sur votre coussin. Voilà, donc on s'assoit confortablement. Comme d'habitude, on n'oublie pas de tirer la peau des fesses en arrière. Et les yeux sont fermés, les yeux se détendent. Tout le visage se détend. Les sourcils, le front se détendent. Les mâchoires se détendent. La langue se décroche du palais. On peut sentir la peau qui ruisselle le long du crâne. Aussi bien sur la face, c'est-à-dire devant, et à l'arrière du crâne. Les épaules se détendent. La colonne vertébrale est portée par les muscles tout autour des vertèbres, ce qui nous permet de grandir sur une grande inspiration et pour autant de relâcher les épaules plutôt en arrière en expirant. Sur une grande inspiration, on s'auto-grandit du pubis jusqu'à la gorge. Et sur l'expiration, on continue de s'auto-grandir en laissant couler la peau en direction du sol, des omoplates jusqu'au bassin. La respiration s'allonge. Et pendant une petite minute, on peut observer les différents paramètres de respiration et de posture que nous connaissons parfaitement. Puis, on va commencer notre séance avec le son Om, qui va nous permettre d'observer de l'intérieur notre capacité thoracique, notre capacité pulmonaire, en essayant de faire 3 fois le mantra Om, à chaque fois le plus long possible. Sur l'expiration, donc on prendra une longue inspire, puis une longue expiration. À nouveau, on inspire pour préparer le mantra. Om.
Alors, on va continuer d'explorer les sensations, des mantras ou des sons dans la cage thoracique qui sera notre maître mot aujourd'hui. On va observer comment la cage thoracique fait caisse de résonance, comment elle nous permet d'avoir une grande capacité pulmonaire et aussi donc la possibilité de faire un son très long. Et on va explorer ça avec les 4 sons du mantra Om qui sont A, O, U et M. Pour ça, on va lever les bras vers le plafond. Les bras forment un entonnoir qui se dirige vers la tête. On inspire et on sent les côtes qui s'ouvrent et qui se soulèvent. Puis on descend les bras à hauteur des épaules, on fait un grand cercle avec les bras, comme si on tenait un ballon entre les bras, et on fera le son O le plus long possible après une longue inspiration. Puis on descend les mains au niveau du bassin et on forme un U avec les bras, plus ou moins proche de la réalité, je vous l'accorde. Donc on fera le son U le plus long possible après une longue inspiration. Et bien entendu, on essaye petit à petit de décontracter les épaules vers l'arrière et vers le bas. Une longue inspiration. Et on termine avec le son M, qu'on va essayer de garder long et riche, avec les paumes de main sur les mâchoires, les doigts sur les oreilles, qui nous cache le son et qui nous permet de sentir, d'entendre le son M, bouche fermée, à l'intérieur de la tête et aussi de sentir les vibrations dans les mâchoires et entre les dents. Donc pareil, les épaules sont relâchées, on prend une grande inspiration. Et on finira par faire les 4 sons dans une seule expiration, en faisant les mêmes gestes qui viennent les uns derrière les autres, qui se suivent.
Pour ça, on va prendre 2 respirations très profondes de manière à avoir le plus de souffle possible. Donc, une grande inspire, on se grandit en soulevant les côtes. Et une grande expiration où on garde les bras tendus, on peut descendre les épaules, continuer d'expirer avec les côtes bien ouvertes. À nouveau, on inspire, on étire les côtes vers les côtés en les tractant avec les bras. Et sur l'expire, en gardant la colonne bien droite, on fait descendre les épaules et les côtes descendent légèrement. Maintenant, la dernière longue inspiration. Et on est parti. Une fois qu'on a terminé notre série de leçons, on peut observer la tenue de la colonne vertébrale en relâchant les mains. On peut observer également l'amplitude du souffle. La sensation d'expansion des côtes et de la colonne vertébrale. Voilà. Alors, on va continuer d'observer notre corps. Donc là, on a commencé à observer les côtes. Et on va essayer de prendre de plus en plus conscience de l'ensemble des articulations majeures qui sont les épaules, la nuque, la poitrine, donc les côtes, j'ai dit, et puis le bassin, les genoux. Mais pour commencer, notre base, ce sera le périnée, ce sera un des mots-clés aujourd'hui. Je peux encore me rapprocher. Hop. Voilà. Alors, on a besoin, donc comme c'est un mot-clé, j'ai envie d'expliquer un petit peu ce que c'est le périnée, parce qu'il y a des gens évidemment qui sont très à l'aise avec le périnée, qui savent très bien où il se trouve et voilà, qui le connaissent bien, particulièrement les femmes qui ont déjà accouché, parce que c'est quelque chose qu'on voit en post-natal, mais voilà, c'est pas forcément, on n'est pas tous à l'aise avec le périnée, on ne le sent pas très bien, donc on va s'entraîner à le sentir. Donc la première chose, c'est de comprendre que le périnée, qu'on appelle aussi le plancher pelvien, on peut le matérialiser par une main, voilà, une main, donc c'est à peu près la taille d'une main, qui est placée juste au contact du sol, quand vous êtes assis, et qui va du pubis, de la symphyse pubienne ici, jusqu'aux ischions, les 2 petits os que vous avez sous les fesses. Et qui va aussi jusqu'au coccyx, le dernier petit os que j'avais appelé la semaine dernière la petite queue d'écureuil. Vous avez sans doute entendu ça aussi avec Cyril, qui l'appelle la queue du Wistiti. Donc, c'est un muscle qui vient soutenir l'ensemble des organes qui sont dans le ventre et qu'on appelle donc, pour ça, on l'appelle le plancher pelvien, c'est-à-dire c'est le plancher sur lequel tout s'appuie. Et donc, il a à peu près la taille d'une main. Et surtout, la question c'est de savoir comment il est positionné. Donc, pour sentir comment il est positionné, on va s'asseoir on va s'asseoir sur une chaise. Donc, si vous avez une chaise sous la main, comme moi, hop,
une petite chaise. Et vous allez donc vous asseoir avec les jambes écartées largeur du bassin. Et vous allez explorer quand vous vous penchez en avant, quand vous vous penchez en arrière. Vous allez pouvoir sentir qu'en se penchant en avant, on décolle les ischions et qu'on est un petit peu à plat sur les cuisses. Quand on se penche en arrière, on est en arrière des ischions et on sent l'arrière du périnée. Si on se met avec les jambes un petit peu plus écartées, ce sera peut-être plus facile à sentir. Quand on a les jambes écartées, à ce moment-là, le plancher pelvien est complètement en contact avec la chaise. Vous pouvez sentir le plancher pelvien. Quand vous êtes en avant, vous pouvez sentir le sphincter urinaire qui est posé sur la chaise, alors que le sphincter anal est légèrement soulevé. Si vous vous asseyez en position neutre, vous allez sentir à la fois le sphincter urinaire et le sphincter anal qui sont légèrement décollés de la chaise. Si vous vous asseyez en arrière de vos ischions, vous allez sentir à plat le sphincter anal. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si on fait cette bascule du bassin en avant et en arrière, donc ici en avant, je suis en antéversion, ici en arrière, je suis en rétroversion, vous allez pouvoir sentir exactement comment votre périnée est à plat. Vous allez pouvoir le sentir. Donc, on fait ce petit geste, ce petit mouvement d'avant en arrière pour bien situer. Maintenant, toujours sur la chaise, on peut s'entraîner à serrer le périnée et à le desserrer. Et on va le faire avec la respiration. Donc, dans un premier temps, je vais inspirer sans serrer quoi que ce soit. Et puis, je vais expirer en commençant par serrer mon périnée avec plus ou moins de force. Et puis, je vais le desserrer à l'inspire. Je serre à l'expire. Et je desserre à l'inspire. Encore une fois, je le contracte, je le serre avec plus ou moins de force. On va essayer d'avoir plus de force, plus de dynamisme dans la contraction du périnée sur l'expire et sentir bien la différence de relaxation à l'inspire. Voilà, donc je vous laisse le faire encore une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous vous sentiez super à l'aise avec le périnée et jusqu'à ce que vous ayez une sensation très vraiment flagrante de quand il est serré et pas serré. Évidemment, vous pouvez vous entraîner aussi à contracter le sphincter anal seul, c'est-à-dire comme quand on veut retenir un gaz. Et puis, vous pouvez aussi vous entraîner à contracter le sphincter urinaire seul. C'est comme si on voulait se retenir de faire pipi. Et puis après, on peut aussi s'entraîner, s'exercer à contracter les deux en même temps, et toujours avec plus ou moins de puissance. C'est-à-dire avec la sensation qu'on est en train de l'aspirer comme un ascenseur qui monte de plus en plus haut. Et plus l'ascenseur arrive à monter haut et à monter longtemps haut, et plus vous êtes à l'aise avec votre périnée. Donc ça, c'est bien de sentir votre périnée. Maintenant, une fois qu'on a senti le périnée, on va pouvoir se rasseoir en position habituelle pour un yogi. Et on va s'entraîner à la contraction remontante. Donc, la contraction remontante, on a vu déjà la semaine dernière, donc c'est intéressant de voir cette semaine si on arriverait à être un petit peu plus à l'aise avec. Je me couvre un peu parce que ça caille ici. Alors la contraction remontante, qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu la semaine dernière, c'est sur l'expiration, serrer d'abord le périnée, ensuite les abdominaux dans le bas-ventre, c'est-à-dire sous le nombril, et puis à la suite serrer, contracter les abdominaux
au-dessus du ventre, au-dessus du nombril. Ça veut dire que sur une seule expiration, il va y avoir comme 3 étages qui montent petit à petit vers les côtes. Donc la contraction remontante, j'inspire, et puis pour l'expire, je serre le périnée, je rentre le bas du ventre en contractant les abdominaux, et je fais remonter le haut des abdominaux vers les côtes. J'inspire, je relâche. Et à nouveau, sur l'expire, je commence par contracter le périnée. Puis à la suite, je contracte le bas du ventre et le haut du ventre qui remonte vers les côtes. Contraction remontante. On continue, inspire. Puis périnée, bas du ventre, haut du ventre. Donc, pour que ce soit un petit peu plus visuel, si je suis de profil, hop là, je vais croiser mes bras, ce sera plus facile. Donc, j'inspire, le ventre et les côtes se soulèvent un peu. Et puis, je commence l'expire en serrant le périnée, ce que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez sentir pour vous-même. Et je contracte les abdominaux en bas du ventre, puis en haut du ventre. Je relâche à l'inspire. Et à nouveau, je commence l'expire par le périnée, bas du ventre, haut du ventre, et je relâche. Donc on s'entraîne à faire ça, et on peut enregistrer que c'est ça qu'on va appeler la contraction remontante. Systématiquement, contraction remontante, ce sera toujours dans l'ordre de contracter périnée, abdos en bas du ventre, abdos en haut du ventre, de manière à faire remonter comme un ascenseur vers les côtes. Voilà, donc ça, on s'entraîne jusqu'à ce qu'on soit super à l'aise à la contraction remontante en comptant 2 parties d'abdominaux avec le périnée. Alors maintenant, une fois que vous êtes à l'aise avec ça, je ne sais pas pourquoi je me tourne en fait, je peux rester tourné. Donc après ça, on va sentir les côtes. On va observer comment on peut bouger les côtes. Donc, sur l'inspiration, on va simplement soulever les côtes et les écarter. Sur l'expiration, on va relâcher. À l'inspire, les côtes se soulèvent et s'écartent. Et à l'expire, les côtes redescendent et se rapprochent de la colonne vertébrale. Donc pour une fois, on le fait avec les yeux ouverts. Les yeux sont dans le flou devant. Et quand j'inspire, je peux voir la progression de la poitrine vers le haut. Et sur l'expire, je peux voir la progression de la poitrine qui redescend. Donc je peux voir pour moi-même comme un ballon qui gonfle à l'inspire et un ballon qui dégonfle à l'expire. Ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est de mettre les mains sur les côtés pour sentir les mains qui s'écartent à l'inspire et qui se rapprochent à l'expire, ce qui permet d'avoir des sensations plus claires dans la cage thoracique. Je mets les mains sur le bas des côtes, c'est là que je vais sentir le plus le changement. Quand j'inspire, mes côtes écartent les mains sur les côtés. Et quand j'expire, les côtes se rapprochent et les mains avec. Si je mets les mains jointes, c'est-à-dire les majeurs joints, ça va faire la même chose.
Mes mains sont automatiquement écartées vers les côtés à l'inspire et se retrouvent à l'expire. On fait encore une fois. Voilà, donc on pourrait, une fois qu'on a fait ça, donc vous avez bien senti et vous avez bien entraîné votre cage thoracique à s'ouvrir et à se refermer. Donc ça, vous pouvez le faire longtemps, et le faire aussi à vos temps perdus. Donc ce qu'on veut là, c'est identifier le fait d'inspirer avec le fait d'ouvrir les côtes et de les soulever. Donc, quand j'inspire, je soulève les côtes et je les ouvre. Elles s'écartent le plus possible comme un ballon qui gonfle. Quand j'expire, mes côtes se relâchent et se rapprochent de la poitrine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi, de manière plus crue, on peut observer des choses qui se passent. C'est-à-dire que quand on inspire et qu'on écarte les côtes, si je me remets de face, quand j'inspire et que j'écarte les côtes, j'ai les mamelons qui s'écartent et qui remontent. Donc j'ai la poitrine qui monte vers le menton et en même temps qui s'écarte sur les côtés. Quand j'expire, la poitrine se relâche et se rapproche et redescend. Donc ça, on l'identifie. Alors, on a la poitrine, les mamelons, mais on a aussi le sternum, c'est-à-dire quand j'expire, mon sternum a cette tendance à se creuser, en même temps que la poitrine se rapproche du centre. Le sternum a tendance à se creuser, et puis les clavicules ont tendance à se rapprocher l'une vers l'autre, vers l'avant. Quand j'inspire, il y a cette tendance à faire le contraire. Les mamelons s'écartent, les côtes s'écartent, les clavicules s'écartent, et le sternum pousse vers l'avant et vers le haut. Voilà, donc ça c'est toutes les choses qu'on peut identifier quand on fait cette respiration par les côtes. Et donc on veut identifier inspiration avec monter et écarter les côtes. Ça c'était, voilà, inspiration égale monter les côtes, les écarter. Maintenant ce qu'on veut voir c'est la fausse inspiration, c'est-à-dire que quand je vais expirer, au lieu de redescendre les côtes, je vais garder les côtes soulevées. Ce qui va me permettre, quand je garde les côtes soulevées, ce qui va me permettre de pouvoir dégager de l'espace ici. Et quand j'expire et que je serre le périnée et que je serre les abdos vers le haut, d'abord les abdos du bas, puis les abdos du haut. Donc quand je fais ma contraction remontante, je donne de la place et les organes, au lieu d'être coincés ici avec le dos et la poitrine tombante, donc là, je n'ai pas beaucoup d'espace, là, j'ai beaucoup d'espace, je pousse mes organes vers le haut, au lieu de les pousser vers le bas et vers l'avant. Donc, on va dire qu'on va faire une fausse inspiration, ça se passe comme ça. J'inspire en soulevant mes côtes. Sur l'expire, je fais ma contraction montante avec le périnée, le bas du ventre, le haut du ventre. Et je garde la cage thoracique levée. Si je me mets de profil, j'inspire en soulevant les côtes et en les montant, en les écartant. Expire, je serre le périnée, je serre le bas-ventre, je contracte les abdominaux au-dessus du nombril et au lieu de faire descendre la poitrine, je continue de la soulever pour laisser de l'espace. Les épaules restent basses. J'inspire à nouveau, je soulève un peu plus haut les côtes. J'expire, périnée, abdos du bas, abdos du haut. Et je continue de soulever les côtes pour laisser de l'espace. Donc ça, c'est notre fausse inspiration. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de garder. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? C'est que quand j'inspire et que j'expire normalement, il se passe ça. Donc j'ai le ventre qui rentre un petit peu, mais surtout j'ai la poitrine qui tombe vers l'avant. Et ce que je veux, moi, c'est que quand j'expire, je ne veux pas me ratatiner, je veux garder le dos droit.
Je ne veux pas que mon dos s'arrondisse ici en haut. Je ne veux pas augmenter la kyphose. Je veux justement l'effacer, cette kyphose. La kyphose, c'est quand le haut du dos est arrondi. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon dos reste droit. Donc si j'inspire, je soulève les côtes. J'expire avec la contraction augmentante, périnée, abdominaux. Et pour laisser de la place, vous faites un fausse inspire, et ce qui permet à mon haut du dos de rester complètement plat. Même si je suis en train d'expirer, mes côtes sont remontées, et ce qui permet à mon dos d'être plat. J'ai l'impression que je me répète beaucoup. En tout cas, vous avez bien compris, j'espère. Alors ça, c'est des choses, ça va être, donc c'est notre base de respiration. Troisième chose maintenant, on a vu périnée, abdominaux, côtes, donc oui, quatrième chose, ce sera les épaules. Donc les épaules, on va faire quelques petits exercices pour observer comment elles se positionnent. Donc la chose qui se voit assez souvent, c'est d'avoir les épaules rentrées. Et vu de haut, ça pourrait faire une sorte d'arc de cercle avec la tête comme ça au milieu. Alors, si je suis comme ça avec les épaules rentrées vers l'avant, j'ai le sternum creusé, j'ai les côtes qui sont comprimées, ça me comprime le ventre. Et si je veux faire un geste avec la tête, par exemple, de faire oui avec la tête, je vais observer l'amplitude du mouvement de la nuque, du mouvement du cou, et puis je vais observer aussi mon souffle. Donc, en admettant que j'inspire en relevant la tête, et j'expire en redescendant. J'inspire en remontant, et j'expire en descendant. Donc là, on a fait notre observation. Maintenant, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va relever les épaules, on va les envoyer en arrière et on va faire une ligne droite qui passe d'une épaule à l'autre en passant par le cou. Donc, si vous regardez à droite et à gauche, vos épaules sont bien alignées. Et maintenant, je fais la même chose, je fais le même geste. J'envoie la tête en arrière en inspirant et j'envoie la tête en avant en expirant. On fait très lentement pour pouvoir respirer lentement et pour pouvoir observer la capacité pulmonaire, l'amplitude, donc l'amplitude du mouvement et la quantité, le volume d'air qui peut passer dans les poumons lorsqu'on a les épaules plutôt en arrière, dégagées. Les épaules sont dégagées. Qu'est-ce qu'on peut observer? Tout le monde est d'accord là-dessus. On peut observer que d'abord l'amplitude du geste est plus grande, surtout à l'arrière, c'est-à-dire quand j'envoie la tête en arrière avec les épaules serrées en arrière et vers le bas, ça gêne moins au niveau des premières vertèbres dorsales, c'est-à-dire quand je plie la tête, je peux plier un petit peu plus en arrière. Si je n'ai pas de problème de la nuque, des cervicales, mon amplitude est augmentée en arrière. Par contre, elle est légèrement rétrécie en avant. Mais il faut savoir que la nuque a cette tendance à aller plutôt en avant qu'en arrière. Donc, ce qui nous importe, c'est de sentir que quand on a les épaules bien ouvertes et bien étirées vers l'arrière, on a une plus grande amplitude du geste et de la respiration. On peut observer ça avec d'autres gestes. Par exemple, je reviens en épaules serrées vers l'avant. Donc le sternum est creusé, les côtes sont rapprochées de la colonne vertébrale. Je n'ai pas beaucoup de place dans le ventre, je n'ai pas beaucoup de place dans les côtes pour pouvoir les mobiliser. Et je vais amener mon menton vers l'épaule droite, puis mon menton vers l'épaule gauche. On va faire inspire vers le centre et expire sur le côté. Inspire au centre, expire côté. Donc on n'a pas besoin de le faire beaucoup pour observer
qu'il y a quelque chose qui cloche puisque le menton est arrêté par les clavicules quand on veut aller sur le côté. Maintenant, si je me mets en posture plutôt ouverte, donc clavicule bien écartée, le sternum vers l'avant, les côtes écartés, les mamelons écartés, là si je veux tourner mon menton, il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller sur le côté, à part évidemment des tensions musculaires. Donc toujours pareil, si vous avez des tensions musculaires, vous faites ce mouvement avec des grandes respirations, expire sur le côté, inspire au centre. Et donc on peut constater que l'amplitude, aussi bien dans la respiration que dans le mouvement, est facilitée. Même chose, on continue pour bien sentir et pour bien ancrer les sensations. On revient avec le dos rond et puis les épaules rentrées vers l'avant et on va faire cette fois une bascule de la tête de droite à gauche, c'est-à-dire cette fois c'est une oreille qui vient vers l'épaule, puis l'autre oreille. Donc on sent que ça tire dans les muscles des trapèzes, mais surtout on sent qu'on ne peut pas aller très très loin et qu'on ne peut pas bien respirer. Ça, on avait déjà vu. Maintenant, on va faire la même chose avec la poitrine ouverte, les clavicules espacées, les épaules alignées avec le cou. Et là, on fait descendre une oreille vers l'épaule droite, puis l'autre oreille vers l'épaule gauche, toujours avec la respiration. Donc, je vous ai proposé inspire au centre, expire sur le côté, mais vous pouvez aussi faire toute une inspiration pour aller d'une oreille à l'autre, toujours très très lentement. Et puis l'expiration pour aller dans l'autre sens. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, la respiration est facilitée. Et puis, on constate aussi que l'amplitude du mouvement est caractérisée, elle est vraiment, vraiment plus grande. Et encore une fois, on est arrêté, l'amplitude est stoppée par la raideur musculaire. Alors, c'est intéressant aussi en faisant cet exercice d'observer si l'épaule et la tête sont autonomes. Si par exemple, vous voulez descendre l'oreille droite vers l'épaule gauche et que votre épaule vient à la rencontre de l'oreille en montant comme ça, là, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Ce qu'on veut, c'est garder l'épaule basse et juste pivoter, enfin, mettre la tête latéralement à droite et à gauche sans que les épaules bougent. Donc là, par exemple, si j'ai mon épaule qui vient à la rencontre, c'est pas bon. Je vais essayer de garder mon épaule basse. Donc très intéressant de travailler avec les yeux fermés la coordination entre l'épaule et la tête. Et dans ce cas-là, l'épaule ne doit pas bouger. Si vous faites remonter votre épaule, c'est un système de défense des muscles du cou parce que vous avez le cou fragile, vous avez peur d'avoir mal. Mais si vous gardez les épaules basses, effectivement, vous allez avoir une amplitude un petit peu amoindrie, mais ça va vous permettre d'étirer vraiment le muscle sur le côté du cou. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? On a fait beaucoup, on a fait longtemps, mais ça nous permet de respirer profondément et ça nous permet de vraiment enregistrer que la bonne posture, c'est évidemment pas d'avoir les épaules ici, mais vraiment d'ouvrir, d'avoir les épaules basses, écartées, alignées avec le cou, la poitrine est ouverte, les mamelons sont écartés et le sternum est étiré vers l'avant. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va observer comment ça joue sur la salutation au soleil, puisque notre objectif, c'est ça. Je vais juste éliminer la lumière, parce qu'on ne voit plus clair, on ne voit plus très clair. Voilà. Alors, tchouk. Donc, si je me mets de profil, on
On peut changer de posture. Hein. Si vous êtes plus bien assis, vous n'hésitez pas à vous mettre à genoux, par exemple. Donc, si je suis de profil, la question est de savoir si j'ai le dos rond ou si j'ai le dos droit. Et quand je veux lever les bras, vous voyez, quand on est dans la salutation au soleil, on est debout, donc l'une des premières postures, c'est de lever les bras vers le haut, et puis de descendre le buste à la rencontre des jambes. Donc si j'ai le dos rond, déjà ça commence mal, parce que mes bras se mettent dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Automatiquement, j'ai du mal à mettre mes bras vers le plafond. Si j'ai le dos droit, si je pense à bien ouvrir ma cage thoracique, c'est-à-dire sur l'inspire, par exemple, à écarter les côtes et à écarter les clavicules, voilà, eh bien, ça va se passer mieux pour descendre. Il faut, au moment où je descends, que je garde mes épaules éloignées l'une de l'autre, en ligne droite, pour pouvoir descendre de dos droit. Donc ça veut dire qu'on est obligé de penser à ça tout le temps. On va pas avoir le dos rond, on va avoir le dos droit. Donc vous allez essayer de sentir ces sensations-là. Ensuite, ce qu'on va essayer de sentir, ça c'est cet exercice qu'on a déjà fait la semaine dernière, c'est de bien sentir la différence entre les épaules dans les oreilles et les épaules très très basses. Donc si j'inspire, je vais contracter mes épaules vers les oreilles. Et puis sur l'expire, je vais les faire descendre le plus bas possible, très lentement. À nouveau, j'inspire, je les contracte vers les oreilles. Et puis cette fois sur l'expiration, je vais les laisser tomber d'un coup. Et je veux sentir vraiment cette différence de sensation entre épaules basses et épaules hautes. Donc ça, c'est les épaules basses, c'est ce qu'on cherche à faire tout le temps. Et si vous avez du mal à sentir si vous avez les épaules basses, eh bien vous faites cet exercice de contracter vers les oreilles et de les laisser descendre pour bien observer la hauteur, la différence de hauteur. Alors une fois qu'on a réussi à faire ça, on va réussir à faire la même chose avec les bras levés. C'est-à-dire j'inspire avec les épaules hautes, avec les bras tendus, mais je peux aussi, en expirant, garder les bras tendus et descendre mes épaules. Les épaules contractées vers les oreilles, les épaules descendues, avec les omoplates qui descendent dans le dos. Donc on s'entraîne à faire ce mouvement, de lever et de descendre mes épaules. Une fois qu'on a bien senti ce mouvement-là, il y a une autre posture dans laquelle on a besoin de sentir la coordination de ses épaules avec le reste du corps, et ce sera dans la planche. Dans la planche, on est comme ça, et il y a deux façons de faire la planche. Il y a de se laisser descendre, comme ça, avec les épaules qui sont en arrière, ou alors de se grandir, c'est-à-dire de pousser dans les bras. Donc cet exercice-là, on va essayer de le faire assis, en mettant les bras en avant, les paumes de main pliées, enfin les poignets pliés pour que les paumes de main aillent en direction vers l'avant, soient bien étirées. Et alors là, il y a deux choses. Soit je laisse l'humérus, donc l'os qui est dans le bras, je le laisse rentrer dans l'omoplate, soit je le fais sortir de l'omoplate. Là, l'humérus rentre dans l'omoplate, et là, il sort. On va faire ça comme ça, essayer de sentir ce mouvement. Donc, je vais inspirer en rentrant l'humérus, c'est-à-dire en ouvrant la poitrine, et je vais expirer en repoussant les mains très 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 loin des épaules, très loin de l'omoplate. J'inspire en tirant, en entrant les humérus dans les omoplates, et j'expire en les sortant. C'est la tête de l'humérus qui rentre dans l'articulation. Si la tête de l'humérus, ça ne vous parle pas, vous pouvez imaginer que vous voulez faire rentrer le bras dans l'épaule.
Voilà. Donc ça, c'est les différents gestes qu'on va avoir besoin de faire. Donc je vous ai montré dans la planche, hein, ça fait ce truc-là. Soit je rentre les humérus dans les omoplates, soit je les sors et dans ce cas, je me grandis. Je pousse le sol avec les mains. On le fera tout à l'heure. Ok. Alors, il nous reste à voir maintenant les coudes et les omoplates. Alors, trouvons une posture qui soit agréable hein, pour chacun. Donc moi, je me remets les jambes croisées parce que j'ai pas envie de rester tout le temps sur mes genoux. Alors, coudes et omoplates. Les coudes et les omoplates, j'ai remarqué que c'était assez difficile pour certaines personnes. On va commencer par tirer les bras en arrière et attraper les mains. Et puis, on va essayer d'éloigner les bras du corps. Donc, de cette manière, on est en train de serrer très très fort les coudes, de serrer très très fort les bras. Et quand on est dans cette position, vous pouvez sentir que les omoplates sont serrées l'une contre l'autre. Voilà. Et on pourrait dire qu'on peut mettre une balle de ping-pong, par exemple, qui est tenue entre les omoplates, elle ne pourrait pas se décoller, parce qu'elle serait vraiment voilà, serrée. Alors, quand on fait le cobra, eh bien, c'est la même sensation qu'on va chercher à avoir, c'est de tirer les coudes en arrière. Quand on est dans le cobra, on est allongé sur le sol avec les mains qui sont, les paumes de main qui sont par terre, de chaque côté de la poitrine, et on serre les coudes. Et souvent, je vous demande de serrer les coudes contre les côtes. Et pour serrer les coudes contre les côtes, il faut vraiment les faire aller en arrière, comme si on voulait qu'ils se touchent derrière le dos. Et là, on peut imaginer qu'on va serrer un ballon entre les coudes. C'est à peu près la taille. Et ce ballon, on va le serrer où? Donc, entre les coudes, mais aussi avec le bassin. On va orienter le ballon vers le bassin. C'est-à-dire qu'il y a deux positions possibles. Il y a la mauvaise position qui est de relever les coudes vers la tête. On a les coudes serrés, simplement, on a les épaules vers la tête. Et nous, ce qu'on veut, c'est descendre les épaules. Donc, coudes serrés, mais épaules descendues, c'est-à-dire loin de la tête. Ici, j'ai les épaules dans le menton, dans les oreilles, et ici, j'ai les épaules très très basses. Donc, on s'entraîne à faire ce mouvement. Et c'est ce mouvement-là qu'on doit chercher à faire dans le cobra, bien entendu, le mouvement où les coudes sont serrés vers le bas. Donc, si j'ai les épaules vers le haut, je ne peux pas tellement serrer mes coudes, et aussi, je ne peux pas tellement serrer mon ballon entre mes coudes et mon bassin, parce que mes coudes sont très loin. Comme je veux serrer un ballon entre les coudes et le bassin, je vais descendre mes épaules, descendre mes coudes vers le bassin. Ça, c'est la posture du cobra. C'est aussi la posture des bivalves, qu'on verra ensemble. Donc, pour les coudes, on a notre balle de tennis entre les omoplates et on a notre balle de foot entre les coudes et le bassin. Voilà. Ensuite, un autre mot-clé, c'est le genou. Alors, le genou tendu, parce que je vais rester tout près. Genou tendu et genou plié. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à sentir, sauf quand on est debout. Quand on est debout, c'est assez facile de sentir genou tendu, genou plié, genou tendu, genou plié. Mais quand on est allongé sur le dos ou quand on est dans la planche, on arrive moins à sentir. Pour bien sentir le genou tendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais me mettre tout près. Il faut contracter les quadriceps. Les quadriceps, c'est ces muscles ici. On va les contracter. Et quand on les contracte, vous voyez à travers le pantalon, je serre le pantalon, que la rotule monte vers les hanches. Et ça, c'est le signe que vos genoux sont tendus. Pour tendre les genoux, il faut absolument contracter les muscles à l'avant des cuisses, quadriceps. Voilà. Bon, ça paraît tout bête, mais
mais ça fait la différence. C'est-à-dire que si je suis comme ça, je suis un petit peu pliée. Si je veux tendre mes genoux, il suffit que je contracte mes muscles des cuisses. Et là, mes genoux sont tendus. Ce qui veut dire que quand je suis dans la planche, si je veux être sûre que mes genoux sont tendus, il faut que je contracte mes quadriceps. Quand je contracte mes quadriceps, là, il se passe quelque chose. Sinon, j'ai les genoux un petit peu pliés. Je vais les contracter. Voilà, voilà. Et puis, donc, la dernière chose qu'on avait besoin de voir, c'était le bassin, antéversion, rétroversion du bassin. Alors, antéversion, rétroversion du bassin. Ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que je dis le mot antéversion, que tout le monde comprenne ce que ça veut dire et que ça soit un réflexe. Donc, on a vu un petit peu tout à l'heure avec le périnée, si là je suis à genoux, je peux me mettre en rétroversion comme ça, c'est-à-dire le bas du dos a tendance à s'aplatir, et je peux me mettre aussi en antéversion, c'est-à-dire le bas du dos a tendance à se creuser. Alors, il faut sentir, dans n'importe quelle position, qu'on soit assis ou qu'on soit en chien tête en bas, il faut sentir si on est en antéversion comme ça ou si on est en rétroversion. Et c'est pas très difficile en définitive. Si vous êtes en antéversion, vous avez la possibilité de plus avancer le buste vers les jambes. Alors que si vous êtes si vous mettez en rétroversion, hop, le dos s'arrondit. En antéversion, le dos peut s'aplatir. En rétroversion, le dos s'arrondit. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Tout à l'heure, on a vu le périnée. Et le périnée, c'est un bon instrument, un bon outil, un bon repère pour savoir si vous êtes en antéversion ou pas. Quand vous êtes assis comme ça, le périnée est à plat. Si vous vous mettez en antéversion, eh bien, vous allez envoyer le périnée vers l'arrière. Si vous êtes en rétroversion, vous allez envoyer le périnée vers l'avant. Périnée vers l'arrière, antéversion. Périnée vers l'avant, rétroversion. Donc ça peut être un moyen mnémotechnique d'avoir comme repère le périnée. Vous pouvez aussi avoir comme repère les crêtes iliaques. Les crêtes iliaques, ce sont les petits os qu'on a ici, quand on met les mains sur la taille. C'est donc la crête de l'iliaque, la crête de l'aile du bassin. Alors, ça peut être votre point de repère parce que quand on se met en antéversion, eh bien, la crête iliaque vient en avant du fémur. Pardon. Ici, vous avez le fémur, c'est l'os de la cuisse. Quand vous mettez en antéversion, ici, à partir de la tête de fémur, vous pivotez le bassin et la crête iliaque vient en avant du fémur. Quand vous mettez en rétroversion, la crête iliaque vient en retrait, en arrière du fémur. En avant, en arrière. Et donc ça, c'est comme ça qu'on peut aussi avoir votre moyen mnémotechnique. Antéversion, la crête iliaque vient en avant du fémur. Et rétroversion, la crête iliaque vient en arrière du fémur. Donc en fait, ma crête, elle est là, en avant, en arrière. Antéversion, rétroversion. Voilà, donc vous avez plein de moyens mnémotechniques pour vous rappeler, pour retenir antéversion et rétroversion, de manière à ce que dans n'importe quelle posture, vous puissiez être sûr en une seconde que vous êtes en rétro ou en antéversion. Et si je vous demande de vous mettre en antéversion, vous savez tout de suite ce que ça veut dire. Voilà, donc comme d'habitude, on a fait 1 heure de blabla, 1 heure de mise au point, 1 heure de vocabulaire et de sentir. Alors, je vous ai fait un petit tableau, donc ça c'est mon petit brouillon, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas à ça près. Donc, pour le bassin, il y a donc plusieurs moyens de sentir si le bassin est bien en antéversion ou en rétroversion. J'essaye de faire ça bien. Voilà. Il y a un petit peu de rature, mais c'est pas grave. Hop. Je vais essayer de faire ça comme ça.
Voilà. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Je ne sais pas. Donc, quand on veut se mettre en rétroversion, on peut observer la position de son périnée. Si le périnée est en avant, on est en rétroversion. Si les ischions rentrent vers les cuisses, on est en rétroversion. Si les... Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, si le pubis vient vers... Voyons, j'ai du mal à me dire. Ah, vient vers le nombril, on est en rétroversion. Si les cuisses tournent vers l'extérieur, on est en rétroversion. Si les talons ont plus de poids, on est en rétroversion. C'est-à-dire, si on se met en rétroversion, on va sentir qu'il y a plus de poids sur les talons. Et enfin, les crêtes iliaques, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant. Les crêtes iliaques vont en avant, en rétroversion, vont en arrière et en haut. Et on a dit aussi que les crêtes iliaques viennent en arrière et en haut par rapport au fémur. Pour l'antéversion, vous avez le pubis en arrière, vous avez les ischions en arrière, vous avez le... Ah non, j'ai dit des bêtises, le périnée en arrière, les ischions en arrière. Le pubis, lui, il vient vers l'intérieur des cuisses. Donc ça, c'est l'antéversion. Les cuisses tournent vers l'intérieur dans l'antéversion. Les talons, eh bien, au moment où vous êtes en antéversion, au lieu d'avoir le poids sur les talons, vous avez plutôt le poids vers la voûte plantaire, voire vers l'extérieur des pieds. Et puis, au niveau de la crête iliaque, quand on est en antéversion, eh bien, on a la crête iliaque qui vient en avant et vers le bas, vers le fémur. Voilà. Rapidement, on peut faire les essais. Donc, si je me mets en antéversion, hop, je vais avoir effectivement le périnée qui vient vers l'arrière. Je vais avoir les ischions aussi, donc les deux os là qui vont vers l'arrière. Je vais avoir, si je garde les jambes bien tendues et je viens en antéversion, je vais avoir l'intérieur des cuisses, je vais avoir les cuisses qui tournent vers l'intérieur. Donc vous pouvez faire l'essai en mettant le bassin en antéversion. Hop, les cuisses tournent vers l'intérieur. Vous pouvez aussi faire le contraire, c'est-à-dire pour vous mettre en antéversion, vous pouvez commencer par tourner les cuisses vers l'intérieur. Voilà, le pubis descend vers l'intérieur des cuisses, hop, il descend. Et puis, le poids dans les pieds se trouve plutôt vers la voûte plantaire, dès que vous mettez en antéversion. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez quand même une partie du dos et de la colonne vertébrale qui vient vers l'avant. Et puis enfin, les crêtes iliaques vont vers l'avant et vers le bas. Maintenant, si je me mets en rétroversion, hop, en rétroversion, mes crêtes iliaques, elles vont aller vers l'arrière et vers le haut. Mes talons, eh bien, je vais sentir le poids du corps qui est plus sur les talons. Mes cuisses vont tourner vers l'extérieur. Vous pouvez sentir en rétroversion que les cuisses, le fémur tourne vers l'extérieur dans le bassin. Et aussi que le poids du corps est plus sur les talons et sur l'extérieur des pieds. Le pubis, lui, en rétroversion, il est remonté. Vous voyez, ici, il descend, ici, il remonte. Voilà. Les ischions, eux, ils rentrent vers l'intérieur des cuisses. Hop, ils se dirigent par là. Et le périnée qui est droit en position neutre, il vient vers l'avant, vers le haut, quand on se met en rétroversion. Quand on se met en antéversion, le périnée, il est un petit peu plus comme ça, en pente vers l'arrière. Là, il est en pente vers l'avant. Voilà. Bon. Alors ça, c'était la théorie. Et maintenant, on va essayer de voir ça avec vraiment la salutation au soleil. Donc, je vais commencer
par la faire de manière incorrecte. C'est-à-dire, on va voir ensemble tout ce qu'il ne faut pas faire. Et vous allez pouvoir peut-être vous reconnaître dans certaines positions qui ne seront pas adaptées. Alors, un petit peu plus de place. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que ici c'est suffisant? Oui, ce sera suffisant. Il suffit que je fasse comme ça. Donc là, il commence à faire nuit, l'éclairage est moyen. Je suis désolée. Si je lève les bras, on ne les voit pas. Tac. La chaise aujourd'hui, on n'a pas besoin. Ah si, on a besoin de la chaise. Je vous ai montré tout à l'heure, oui, pour la rétroversion du bassin et l'antéversion. Juste, je la refais parce que vraiment, si vous prenez appui sur une chaise ou sur une table et que vous pliez un petit peu les genoux, vous avez vraiment la possibilité de sentir et de travailler la bascule du bassin. Ici, rétro, ici, anté. Rétro, anté. Et bien entendu, si vous travaillez ça avec la respiration, c'est encore mieux. Et vous pouvez même regarder entre vos jambes. C'est-à-dire que si je me mets en rétroversion, je vois l'entrejambe et je vois le pubis qui vient vers moi. Si je me mets en antéversion, je ne vois plus mon entrejambe parce que j'ai ma poitrine qui vient vers le bas et j'ai mon périnée qui vient vers l'arrière. Si j'expire, je me mets en rétroversion. Et si j'inspire, je me mets en antéversion. Et ça me donne la possibilité, en gardant le dos droit puisque je suis accoudée sur mes coudes, ça me donne la possibilité de sentir également le travail dans les côtes. Voilà. En rétroversion, je vais essayer de garder les côtes ouvertes. En antéversion, je vais les ouvrir encore un petit peu plus. Voilà. Pour ne pas faire le haut du dos rond comme ça, mais juste travailler sur le bas du dos et le bassin en gardant les côtes ouvertes. Donc ça, c'est pas mal pour trouver l'autonomie du bassin. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit que le bassin qui bouge et pas le reste du corps. Ok. On est parti pour la salutation du soleil complète, comme il ne faut pas faire. Voilà, je ne vous montre pas l'exemple, hein, c'est pas bien. Ok. Donc. C'est pas facile de trouver. Je reviens. Comme ça. Alors. Avec ce truc-là, ça va pas. J'ai tout essayé hein, pour la lumière, c'est pas top top. Alors, on a dit la salutation au soleil qui va pas très très bien. Hein. Alors, donc, première étape, j'inspire. Et puis j'expire. Donc là, je vous laisse voir ce qui va pas. Là, on est dans le jeu des 7 erreurs. J'inspire à nouveau, je lève les bras. Et puis j'essaye d'emmener mes bras en arrière. Voilà, après je vais expirer et descendre les bras, le dos et les mains au sol. Voilà. Ensuite, je vais amener mon pied droit en arrière. Ou alors, j'ai oublié une erreur. Je suis descendue là, mais j'ai laissé les mains là. Donc je tire mon pied droit en arrière. Et puis là, on a l'erreur habituelle dont je vous parle tout le temps. C'est d'avoir le genou en avant. Après, je vais aller dans ma planche. Je retiens mon souffle, mais je ne sais plus très bien comment je dois me mettre. Et puis, j'arrive pas à sentir dans l'espace où est mon bassin. Je ne sais pas, peut-être qu'il est en bas, peut-être qu'il est en haut. Bon, là, il y a un truc qui cloche parce que je ne suis pas dans une planche. C'est-à-dire que je ne fais pas une belle ligne droite. Je repose mes genoux. Et puis, je vais aller dans le cobra. Donc là, déjà, il y a un truc qui cloche, c'est que je suis en avant de mon tapis.
Alors je vais aller dans le cobra, enfin, je vais aller d'abord dans la à plat ventre, dans la posture des 8 vallées. Mais j'ai pas beaucoup de force dans mes bras et j'arrive pas à trouver comment je dois faire. Alors je tombe avec le bassin. Je tombe comme une patate. Et puis alors après, je sais pas quoi faire avec mes coudes. Je sais pas quoi faire avec mes jambes. Et on me demande de monter. Alors je vais pousser avec mes bras. Puis je vais tirer mes épaules en arrière. Enfin, je vais tirer mes épaules dans les oreilles. Voilà. Alors je vais essayer de pousser avec mes bras pour venir à 4 pattes. Après je vais aller dans le chien tête en bas, mais je garde mon bas du dos rond et je reste en rétroversion. Ça fait que j'ai le dos tout rond comme ça, voire même presque horizontal. Et puis j'essaye de tendre mes jambes pour faire, parce qu'il me semble que c'est ça qu'on me demande. Mais ça fait que mes jambes tendues, ben, j'ai le ventre écrasé, puis j'ai le dos rond. Alors après, il faut ramener le pied en avant, mais pour moi, c'est pas très facile. Alors je l'emmène comme ça, ou alors je l'emmène directement du chien tête en bas, mais il va pas très loin. Qu'est-ce que je fais? Je vais remettre mes mains là, c'est plus facile. Voilà, puis après, je vais venir en avant, et puis je vais étendre mes jambes, parce que je sais pas très bien comment mettre mes jambes. Alors j'ai mon dos qui est tout rond. Et puis je vais remonter, tant bien que mal. Voilà. Alors je suis un peu rond, mais on me demande de m'étirer. Alors ce que je fais, j'avance le bassin. Waouh! Bon. Donc là, on a vu ensemble la salutation au soleil qui va pas très bien. J'espère qu'on voit quelque chose parce qu'avec ce rayon de lumière, c'est poétique, mais alors on y voit guère. Bon, donc j'en ai rajouté des couches. Mais ce qu'on a vu, c'était à peu près tout ce qu'il faudrait éviter de faire. Si je me mets comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de trouver une solution par rapport à cette lumière. C'est pas fastoche. Ah, ça a l'air d'être mieux comme ça. Voilà. Alors, on va voir ensemble maintenant la salutation au soleil telle qu'il faut la faire, qu'on a vu 1000 fois dans les précédentes vidéos. Donc, première chose, ce qu'il faut faire, c'est dans la première position, position numéro 1, il faut se mettre en rétroversion. Donc, rétroversion avec le moyen mnémotechnique que vous souhaitez. Moi, mon moyen mnémotechnique, c'est le périnée. Pour me mettre en rétroversion, je vais mettre le périnée vers l'avant. Je vais respirer d'abord, inspirer, expirer, main jointe. Et puis, inspirer en étendant les bras vers le haut, en ouvrant les côtes, en respirant profondément. Et je reste en rétroversion. Et là, en rétroversion, je peux éventuellement envoyer mes bras un petit peu plus loin en arrière en partant des épaules et non pas en partant des mains. Alors maintenant, je vais expirer et je vais garder mon dos plat. Donc, pour garder mon dos plat, il faut que je me mette en antéversion. Et en antéversion, mon dos peut rester plat, surtout en haut. Voilà, je vais garder mon dos plat. Et puis, au moment où j'ai besoin, je vais plier mes genoux. Et je vais pouvoir poser mes mains de chaque côté des pieds. Inspirer, envoyer mon pied loin, droit loin derrière. Poser mon genou, allonger mon pied. Et puis surtout, ce que je veux, c'est inspirer en ouvrant la poitrine et en levant la tête. Ensuite, je vais retenir le souffle et faire une planche. Pour faire la planche, il ne faut pas que j'ai ni les fesses en l'air ni les fesses en bas. Il faut que j'ai les fesses juste dans l'alignement du dos et des jambes. Je vais reposer mes genoux et ensuite je vais venir dans la posture des 3 vallées. Donc, je vais descendre ma poitrine vers le plancher et mon front. Et là, je suis en antéversion. Ensuite, je vais revenir en rétroversion. Je vais poser mon pubis et mon périnée va venir vers le sol. Je vais serrer les coudes et je vais descendre les coudes. Ici, je tiens entre mes épaules, enfin entre mes omoplates, une petite balle de ping-pong.
Et entre mes coudes, je tiens le ballon de foot. Pour aller dans le cobra, c'est la même chose. J'inspire et je vais simplement lever les côtes en gardant les bras tels quels. Je pousse un petit peu avec les bras et je garde mes épaules très très basses, loin de la tête. Pour aller dans le chien tête en bas, je vais commencer avec les genoux pliés de manière à ce que mon bassin reste en antéversion, ce qui me permet d'ouvrir les côtes et de garder mon haut du dos bien plat. Ensuite, je peux tendre un petit peu les genoux. Et puis, je vais amener mon pied droit entre les mains. Donc, en fonction de comment j'arrive à emmener mon pied droit, je peux peut-être l'amener ici, poser mon genou, garder ma main gauche en repère, aider mon pied droit à avancer pour garder un bon écart entre les mains devant et le pied derrière. Et surtout, ce que je veux, c'est ouvrir la cage thoracique. Donc, sur mon inspire, j'ouvre la cage thoracique pour aplatir le haut du dos. À l'expire, je ramène l'autre pied entre les mains et je veux allonger mon dos. Donc, je laisse descendre la tête et surtout, je reste bien en antéversion. Pour remonter, je vais ouvrir ma cage thoracique, lever mes bras, garder mes fesses en arrière et pousser avec mes pieds en ouvrant la poitrine et en inspirant. Et là, il faut que je me mette absolument en rétroversion. Hop, rétroversion, ce qui me permet de pouvoir tendre mes épaules en arrière avec mes bras sans creuser dans le bas du dos. Et expire, je relâche. Alors, on a vu là, grosso modo, qu'il y avait 2 salutations au soleil différentes. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous arrivez à faire super bien. Et c'est génial parce que c'est le fruit de vos efforts depuis que vous faites le yoga. Et là, vous pouvez vous reconnaître dans les erreurs. C'était le jeu des 7 erreurs. On a 2 versions de la salutation au soleil différentes. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est d'essayer de décortiquer. Décortiquer. Il faut juste que je trouve. Voilà. Décortiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le jeu des 7 erreurs? Qu'est-ce qu'on a besoin de sentir? Première chose, c'est quand on se met en position de départ, c'est de se mettre en antéversion. Et le problème, c'est que quand on se met en antéversion, quand je demande à ce qu'on se mette en antéversion, parfois ce que j'observe, c'est non pas, pas antéversion, rétroversion, excusez-moi. Rétroversion, ça veut dire que le bassin pivote sur lui-même. Et l'axe, c'est la tête de fémur ici. Hop, en avant, en arrière. C'est ici qu'il y a un mouvement. Mais il ne faut surtout pas, pour se mettre en rétroversion, parce que je dis souvent d'envoyer le pubis vers le haut. Le pubis vers le haut, ça ne veut pas dire le pubis vers l'avant. Souvent, je vois le bassin aller en avant. Donc, c'est ça qui est important. C'est quand on se met en antéversion, il faut pivoter le pubis sur lui-même sans que les côtes et les cuisses ne bougent. Les côtes et les cuisses, elles restent où elles sont. Si j'emmène le pubis en avant, il ne faut pas, vous voyez, il y a ce mouvement-là que je vois souvent, c'est d'envoyer les jambes en avant et le dos en arrière. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire, puisque là, qu'est-ce qui se passe? Je plie, je creuse encore plus le lombaire. Donc, il faut vraiment sentir la différence entre ça et ça. Et c'est surtout quand on lève les bras que ça se passe. Quand on lève les bras, comme on ouvre la cage thoracique, il y a un mouvement de la cage thoracique qui vient un petit peu vers le haut, vers l'arrière, et on a cette tendance à creuser le dos comme ça. Alors ça, c'est vraiment, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment sentir que les jambes restent à la verticale, le dos reste à la verticale, et simplement, le périnée avance vers le pubis, avance vers l'intérieur des cuisses, en basculant sur lui-même. Donc, vraiment faire la différence entre bascule du bassin en rétroversion et pousser le bassin en avant. Voilà, il faut vraiment sentir la différence entre ces 2 mouvements.
Donc on a dit, je règle. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est bien. Ok. Donc là, quand on a les bras levés, on est en rétroversion. Mais quand on va vouloir se plier en deux, il va falloir qu'on se mette en antéversion. Donc là, je suis en rétroversion, j'inspire. Et quand je veux expirer pour descendre, il faut que je me mette en antéversion. Voilà, je garde les jambes tendues et je vais ouvrir très très fort ma poitrine et mes côtes dans la fausse inspiration. C'est-à-dire, j'expire, mais pourtant, je vais ouvrir mes côtes. Ce qui va me permettre de garder le haut du dos bien plat. Je descends avec la poitrine ouverte, les mamelons écartés, les épaules loin sur les côtés, les clavicules très écartées et le sternum qui monte vers le menton. Donc je descends comme ça. Mais à un moment donné, je sens que si je continue de descendre, ça va me tirer trop à l'arrière des jambes. Donc c'est possible que quand vous êtes arrivé là, ça tire déjà. Et si ça tire ici dans les ischio-jambiers, eh bien, ça va vous faire revenir en rétroversion. C'est-à-dire que le muscle ici est trop court et il va attirer vers lui les ischions, vers le bas, ce qui va vous remettre en rétroversion. Donc c'est ça le piège, c'est de se mettre d'un coup en rétroversion et d'arrondir le dos, parce qu'on veut garder les jambes tendues. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est là qu'on sait qu'il faut plier les genoux, c'est quand on sent que le bassin se met en rétroversion. Donc je suis là, mon bassin veut se mettre mes muscles sont trop courts dans les cuisses, à l'arrière des cuisses, donc je vais plier un peu les genoux pour pouvoir bien plier le bassin vers l'avant, c'est-à-dire rester en antéversion, je vais y arriver, pour rester en antéversion. Je plie les genoux et dans ces cas-là, je peux maintenir la cage thoracique ouverte. Je peux rester avec le dos plat et je peux descendre. Donc, je peux poser mes mains de chaque côté des pieds et je peux relâcher ma tête. Je peux, là, pour sentir l'effet, inspirer, bien ouvrir les côtes et expirer, laisser descendre les muscles des épaules, de la nuque, de la tête, mais il faut que je sois vraiment bien en antéversion avec le périnée qui vient vers l'arrière, les côtes qui sont posées loin vers les genoux sur les cuisses, et comme ça je peux me laisser descendre vers le sol. Et je suis pliée en deux. On est dans la pince. Si on est très à l'aise, on peut avoir les jambes tendues, ou plus tendues. Mais il faut qu'on puisse rester en antéversion. Ensuite, on va envoyer, je vais m'en mettre là, on va envoyer le pied droit en arrière. Voilà. On va poser le genou et on va tout de suite ouvrir la poitrine. C'est-à-dire que pour y arriver plus facilement, on peut s'autoriser un petit moment d'apnée. C'est-à-dire, je suis ici, je finis mon expire. Là, je fais une petite apnée, j'envoie ma jambe en arrière, je pose les genoux et là, je commence à inspirer pour ouvrir, écarter les côtes, les envoyer vers l'avant, vers le haut. Et j'envoie en même temps, tout de suite par réflexe, le menton vers l'avant. Ce que je veux ici, c'est aplatir le dos. Et en fait, ce qu'on a travaillé tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture de la cage thoracique, nous permet d'ouvrir le dos. Si je ferme la cage thoracique, ça m'oblige à laisser la tête en bas et avoir le dos rond. Si j'ouvre la cage thoracique, si je fais cet effort d'écarter les mamelons, d'écarter les côtes, ça me permet, comme on a vu tout à l'heure, de renverser la tête un petit peu plus, le menton vers le haut. J'ai plus d'espace ici. Ok, ensuite on va dans la planche. Dans la planche, ce qui est difficile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de trouver sa situation dans l'espace. C'est-à-dire que
parfois, on n'arrive pas bien à sentir si on est en ligne droite. Et il arrive que dans la planche, même si je demande que les gens soient en ligne droite, il y a des gens qui sont plutôt en chien tête en bas comme ça, c'est-à-dire les fesses sont en l'air. Ou il arrive qu'il y ait des gens qui aient les fesses en bas. Alors attention au piège. Si vous avez les fesses en l'air, ça ne va pas vous faire de mal. Simplement, ça va... vous n'êtes pas dans l'exercice qui est intéressant, c'est-à-dire un exercice de gainage où on va être comme un tronc d'arbre qui est complètement rigide, c'est-à-dire on gaine les abdominaux, on gaine les jambes et on a besoin de penser à plusieurs choses. Pour être bien à plat, il faut qu'on soit en rétroversion dans la planche. Donc rétroversion, je vous rappelle, c'est quand le périnée vient vers l'intérieur des cuisses. Donc comme je suis dans ma planche, il faut, pour protéger mes lombaires, pour décreuser les lombaires, il faut que j'engage le périnée vers le sol. Il faut aussi que je tende mes genoux au maximum. Et on a vu tout à l'heure que tendre les genoux, c'est contracter les quadriceps et faire remonter les rotules vers les aines. Il faut aussi que je sorte l'humérus de l'omoplate. Donc je pousse ce mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Ici j'ai l'humérus qui rentre dans l'omoplate et ici j'ai l'humérus qui sort. Et donc vous pouvez faire ce geste. Évidemment on ne peut pas rester pendant des heures dans la planche. Donc exercez-vous par petits bouts. Déjà j'en perds le souffle. L'humérus, on peut le faire aussi à quatre pattes. Ici, l'humérus est rentré dans l'omoplate, c'est-à-dire que les omoplates sont poussées vers l'arrière. Maintenant, si je tracte mon humérus loin de l'omoplate, je tracte l'humérus loin de l'omoplate, ça grandit la longueur de mes bras, ça grandit aussi la distance entre mes épaules et ma tête. Ici, j'ai la tête rentrée dans les épaules, et l'humérus rentré dans l'épaule. Et moi, ce que je veux, c'est mettre de la distance. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire ce geste, ce mouvement, où l'humérus et l'omoplate ont une relation indépendante. Voilà. Donc là, en étant loin du sol, en sortant la tête d'humérus de mon omoplate, je peux venir dans ma planche et je me grandis. Ok. Après ça, on pose les genoux et on va venir dans la posture des 8 vallées. Dans la posture des 8 vallées, il faut qu'on se mette en antéversion. Attention pour ne pas se faire mal dans le bas du dos. Au lieu de se mettre en antéversion en envoyant les ischions très fort vers le haut, on va essayer de les envoyer vers l'arrière. Et ce qu'on veut dans l'antéversion, c'est allonger le dos. Faire en sorte que le dos soit très long, mais légèrement incurvé. Il faut que l'incurvation dans le bas du dos soit arrondie. Il ne faut pas que ça fasse d'angle. Donc j'ai mon incurvation d'antéversion et je vais faire descendre ma poitrine entre mes mains. Pour faire descendre ma poitrine, il faut que je mette les yeux de mes coudes vers l'intérieur. Les yeux des coudes vers l'intérieur, c'est ce mouvement-là. Ici, les yeux des coudes sont vers... qu'est-ce que j'ai dit vers l'intérieur? C'est pas ça. Les yeux des coudes, là, sont vers mes genoux. Et ici, ils sont vers l'avant. Je me rapproche. Ici, j'ai les yeux des coudes vers... Ah ben non, on ne voit rien. Vers l'avant. Et ici, ils sont vers l'arrière. Quand j'ai les mains posées au sol, je peux tourner les yeux des coudes sans décoller les mains. Voilà. Donc on fait ce mouvement-là. On met les yeux des coudes vers l'avant. Et dans ce cas-là, comme les yeux des coudes sont vers l'avant, on va pouvoir plier les coudes vers les côtes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir descendre coudes serrés, la poitrine entre les mains. Et là, comme on était en antéversion, on a la poitrine qui est posée au sol, on a les fesses qui sont loin vers l'arrière, mais légèrement levées. On est en antéversion et on le sent bien puisqu'il y a un angle entre le ventre et la cuisse. Alors ensuite, pour aller, on dit la posture des 8 vallées.
Ensuite, on va se poser pour préparer la posture du cobra. Et donc, on va revenir en position neutre, allonger les jambes, et puis se mettre en rétroversion. Donc, en rétroversion, le périnée pousse vers le sol, le pubis vers l'avant, vers le nombril. Ok. Donc ça, c'est pour la posture du bassin. On est en rétroversion. Ici, je suis en antéversion. Ici, je suis en rétroversion. Il faut que vous sentiez vraiment la différence quand vous êtes allongé sur le sol. Et bien vous mettre en rétroversion. On essaye, si possible, de se mettre en rétroversion sans serrer les fesses, ce qui est vraiment très difficile, mais c'est très intéressant de réussir à avoir aussi cette, cette coordination où on est capable de différencier les deux muscles, fessiers et plutôt les muscles des cuisses, de l'intérieur des cuisses, de l'avant des cuisses qui s'étirent et contracter, qu'est-ce que ce serait? Ce serait les muscles des cuisses qui se contractent. Mais on essaye de ne pas contracter les fesses. Très très compliqué. Alors ensuite, on a les talons ensemble. Et puis, on va aller dans le cobra. Alors, comme on est arrivé ici, on est dans la posture qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire la coordination des omoplates et des coudes. Les omoplates sont serrées, très serrées, pour tenir une balle de ping-pong entre elles. Et puis, les coudes sont serrés comme si on voulait tenir un ballon de football ou un ballon de basket entre les coudes et le bassin. Donc, il faut rester en rétroversion, serrer les coudes autour d'un ballon, tout près du bassin. Voilà. Et ça, c'est la posture de préparation pour le cobra. On n'a plus besoin de bouger ni les bras, ni les coudes, ni les épaules. On va juste avoir besoin de prendre une grande inspiration pour soulever les côtes, comme on a fait tout à l'heure. Donc, inspire. On soulève d'abord la tête pour la mettre dans l'alignement de la colonne. Et une fois qu'elle est dans l'alignement de la colonne, on peut monter un petit peu le menton, si ça fait pas mal à la nuque. Mais surtout, sur l'inspiration, on va écarter les côtes, ouvrir les côtes, essayer de faire grandir la cage thoracique, essayer de gonfler comme un ballon. Et de cette manière, les côtes vont s'écarter du sol, se lever, et ce sera à la force du dos. Donc il faut qu'on sente, en poussant le périnée vers le sol, en rétroversion, il faut qu'on sente que ce sont les muscles du dos qui travaillent. Donc pour l'instant, on n'a pas commencé à pousser avec les mains. On garde les épaules, les omoplates, les coudes serrés vers l'arrière. On garde la balle de tennis entre les omoplates, on garde la balle de foot entre les coudes et on continue de pousser. Et une fois qu'on ne peut plus soulever la poitrine et soulever les côtes juste à la force du dos, dans ce cas, on s'autorise à pousser un petit peu avec la paume des mains, surtout pas avec le bout des doigts, juste avec la paume des mains pour que tout le poids soit plutôt vers l'arrière. Ce qui permet de monter. Mais il faut, même si vous poussez avec les mains, continuer de gainer au niveau du dos et de soulever les côtes et surtout de garder vos épaules serrées, les omoplates serrées autour de la balle de ping-pong et aussi de garder les coudes serrés autour du ballon de foot. Ça veut dire que dans la posture des 8 balais et dans la préparation du cobra et à la fin du cobra, on a toujours notre balle de ping-pong et on a toujours notre balle de foot. Donc, ça se passe comme ça. On peut même tendre les bras. Si on a suffisamment de souplesse et d'amplitude dans la colonne vertébrale, on peut tendre les bras, mais les épaules sont bien... les omoplates sont toujours serrées dans le dos. C'est-à-dire que, comme on a vu tout à l'heure dans le jeu des 7 erreurs, le problème serait d'avoir le réflexe de serrer les épaules dans les oreilles. Et là, en fait, c'est pas tellement un problème, simplement on ne gaine rien dans le dos et tout se passe dans les bras. Or, le cobra nous sert à travailler le renforcement musculaire du dos. C'est pour ça qu'on a besoin de faire la position balle de ping-pong et balle de foot, tout à la force du dos, garder les épaules basses et pousser avec les mains en dernier recours
puis venir à 4 pattes. Alors, une fois qu'on est à 4 pattes, on va pouvoir aller dans le chien tête en bas. Chien tête en bas, premier réflexe que je vous ai toujours demandé, c'est de garder les jambes pliées. On a dit qu'on gardait les jambes pliées parce que ça nous permet de rester en antéversion. Et dans l'antéversion, c'est nettement plus facile d'ouvrir les côtes et de les écarter au maximum, qui nous permet de garder notre dos droit. Donc, il y a bien une série, un lien de cause à effet entre antéversion et dos droit. Si j'essaye de tendre les genoux, malheureusement, si mes ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles à l'arrière des cuisses, sont trop courts, ça va forcer mon bassin à se mettre en rétroversion. Et dès que je me mets en rétroversion parce que j'ai voulu tendre les jambes, qu'est-ce qui se passe? Mon dos s'arrondit. Donc, comme ce qui est important pour nous, c'est que la colonne vertébrale soit droite, soit forte, eh bien, on va toujours privilégier les genoux pliés pour garder l'antéversion, écarter la cage thoracique, ouvrir au maximum, et puis surtout essayer de porter la cage thoracique en direction des genoux, en direction des jambes. Maintenant, si on arrive assez facilement à rester dans cette position, c'est-à-dire la cage thoracique ouverte, le haut du dos droit, c'est-à-dire sans syphose, et si on arrive à garder l'antéversion, alors là, on peut commencer à s'exercer, à tendre un petit peu plus les genoux, mais tout doucement, en s'assurant qu'on garde toujours l'antéversion. Si jamais on sent que ça tire beaucoup dans les ischio-jambiers, c'est-à-dire à l'arrière des cuisses, et que ça nous mène vers la rétroversion comme ça, dans ce cas, on revient avec les genoux un petit peu pliés pour rester en antéversion. Mais on peut s'entraîner vraiment tout doucement à tendre un petit peu plus les genoux, et je vous avais dit, on contracte un petit peu les muscles des quadriceps dans les cuisses pour faire remonter les rotules, et c'est comme ça qu'on sent que les genoux sont tendus. Et ensuite, si on est à l'aise avec les genoux tendus en gardant l'antéversion, alors on va pouvoir commencer à essayer de descendre les talons. Et il faut savoir que dès que vous descendez les talons, ça va aussi faire un phénomène de rétroversion. Donc il faut garder le mental concentré sur l'antéversion dans le bassin pour pouvoir descendre un petit peu les talons sans bouger le bassin. Ok, maintenant on veut ramener le pied droit en avant, et donc en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir, en fonction de la souplesse et des abdominaux, vous allez pouvoir ou pas amener le pied droit directement entre les mains. Donc soit on arrive à emmener le pied droit directement entre les mains, hop, et lever la tête et ouvrir la poitrine, soit on n'y arrive pas, donc ça on a vu 1000 fois en cours. Si on n'y arrive pas, il ne faut pas du tout hésiter, c'est-à-dire on peut poser le pied là, et tout de suite poser le genou au sol, et aider le pied à venir à hauteur de la main gauche. Mais il ne faut surtout pas, l'erreur à ne pas faire, c'est on est en chien tête en bas, on a le pied qui ne veut pas aller plus loin que ça, et puis on essaye malheureusement de porter en avant. Mais ça c'est très dur, parce que vous n'avez pas d'appui au sol, vous n'avez que la main qui appuie au sol, c'est beaucoup trop difficile. Donc si le pied vient ici, n'hésitez pas à poser le genou. Et surtout, la deuxième erreur à faire, ce serait de ramener les mains en arrière. Mais quand vous ramenez les mains en arrière, vous n'allez pas pouvoir étirer votre dos dans la posture de la fente, et vous n'allez surtout pas pouvoir étirer les muscles des cuisses dans la fente. Donc, quand vous amenez le pied comme ça, à mi-chemin, vous posez votre genou et vous gardez une main en posture repère pour amener le pied jusque-là. Donc, ce n'est pas les mains qui viennent vers le pied, c'est le pied qui vient vers les mains. Ça, c'est l'erreur fatale. Ce qui vous oblige
à faire sorte de grand écart, c'est-à-dire à étirer l'ischio-jambier de la jambe droite et à étirer l'aine et l'avant des cuisses, le quadriceps, de la jambe gauche. Donc ce qu'on a dit qu'on voulait faire, c'était aussi ouvrir la cage thoracique pour aplatir le haut du dos. Donc pour ça, il faut bien penser en réflexe à emmener la cage thoracique vers l'avant, à gonfler la cage thoracique et surtout à inspirer en même temps. Donc si je le fais en un seul coup, même si j'ai des difficultés à emmener ma jambe droite vers l'avant, je vais poser un pied, poser un genou, et puis là, je commence à inspirer. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est que j'inspire en ouvrant la cage thoracique. Alors, vous savez qu'il y a une autre méthode, évidemment, hein, quand on est dans le chien tête en bas, on peut aussi poser les deux genoux, amener un pied, et puis l'aider à venir avec la main droite, la main qui est du même côté du pied qui doit venir en avant. Et puis là, pareil, on inspire et on ouvre la cage thoracique. Donc, ce qui serait important, c'est de prendre ce réflexe, d'ouvrir la cage thoracique, de soulever la poitrine, d'écarter les côtes et d'aplatir le dos quand vous êtes dans la fente. Ok. Ensuite, on amène l'autre pied entre les mains. Donc ça peut se faire en plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Mais on veut rester en antéversion pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses et il ne faut pas hésiter à plier les genoux de manière à ce que le dos soit bien plat. Si vous vous obstinez à avoir les jambes tendues, dans ce cas-là, vous risquez d'avoir le dos rond. Donc ça, on ne veut pas le faire. On préfère jambes pliées et dos à plat. Une fois qu'on est là, on a besoin de lever les bras avec la cage thoracique ouverte. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je lève les bras avec le dos rond, je ne vais pas pouvoir lever mes bras beaucoup, puis surtout je vais garder mon dos rond, puis je vais rester en rétroversion, et puis je vais monter comme ça. Donc ça n'a aucun intérêt pour votre dos. Par contre, ce qui a de l'intérêt, c'est évidemment pour votre dos de garder la cage thoracique ouverte. Donc ici, je prends une inspiration. Je prends une expiration, j'allonge mon dos, je laisse bien tomber. Et là, sur l'inspiration, je lève mes bras autant que je peux. Et surtout, je garde ma cage thoracique ouverte, la poitrine écartée, le sternum étiré, les mamelons sur les côtés. Et j'inspire en gardant cette cage thoracique ouverte, ouverte, ouverte. Ce qui fait que c'est le haut de mon dos qui vient en premier vers le haut. Et je peux aussi, de cette manière, garder mes bras tendus. Une fois que je suis arrivée en haut, je me remets en rétroversion. Et là, si je suis en rétroversion, je peux aussi, à partir des épaules, étirer mon dos en extension vers l'arrière. Voilà. Donc, on peut revoir comment monter. Il faut que la cage thoracique soit ouverte. Il faut que les bras puissent aller dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc pour ça, on a vraiment besoin que la cage thoracique soit ouverte. J'inspire, j'écarte les côtes. Je gonfle la poitrine, je gonfle la cage thoracique. Et je pousse vers le haut. Et de cette manière, je viens en rétroversion et mes bras peuvent se mettre dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et ensuite, j'expire et je relâche. Ok, donc j'espère que cette salutation au soleil, avec ces explications, vous a servi à comprendre mieux comment engager la poitrine, comment engager les épaules, comment placer votre bassin, comment tendre les genoux. Donc, bien sentir quand vos genoux sont tendus et quand vos genoux sont pliés. Bien sentir, j'insiste encore, sur la différence entre lever les bras en rétroversion et lever les bras avec le bassin en avant. Donc j'espère que maintenant vous avez bien compris la différence et que vous êtes bien capable de cerner, même à l'intérieur de votre corps, comment se mettre et comment ne pas se mettre. Donc en rétroversion, on peut, une fois qu'on est en rétroversion et qu'on a ouvert la cage thoracique, on peut emmener le haut du dos vers le haut, vers l'arrière. Mais il faut rester en rétroversion.
Il ne s'agit surtout pas de faire ça. Voilà. Bon, j'insiste depuis toujours. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour sentir les différences. Cage thoracique, c'était un de nos mots-clés. Cage thoracique ouverte. Pour avoir le haut du dos tendu, droit. Rétroversion pour éviter d'être comme moi, cambré. Les épaules toujours basses. Réussir à rendre autonomes les épaules et la tête. Voilà, les épaules ne sont pas tournées vers l'avant, mais elles sont bien en ligne droite avec la nuque, avec le cou. Voilà, on a vu 1 milliard de choses. J'espère que vous êtes des pros de la salutation au soleil. On va pouvoir faire une mini relaxation finale avant qu'on soit arrivé à 2 heures de vidéo. Donc, si vous souhaitez, vous faites une salutation au soleil en mettant une pause, salutation au soleil avec les yeux fermés éventuellement, et vous pouvez revoir chaque mouvement en vous-même, chaque mot-clé, chaque geste mouvement clé pour vous. Et une fois que vous avez fait votre salutation au soleil, une fois de chaque côté, eh bien vous allez pouvoir faire une petite relaxation finale. Donc, on se pose sur le tapis. On s'allonge sur le tapis et puis, comme d'habitude, on va envoyer les genoux contre la poitrine. Attraper la tête, la tirer en arrière, poser sur l'occiput, poser un pied après l'autre, en gardant le bas du dos bien à plat, en gardant la nuque bien à plat. Et puis on va tirer un talon loin du bassin. Et puis l'autre talon loin du bassin et laisser les pieds se reposer dans le sol. Voilà, donc les pieds sont très loin dans le sol et le bas du dos est bien aplati, la nuque aplatie. On laisse les pieds s'écarter et s'il y a besoin, on continue, on refait un petit coup avec les pieds loin du bassin. Ensuite, on va étirer les bras loin derrière. Respirez 3 fois avec les côtes bien ouvertes. Et sur les 3 respirations, essayez d'allonger la respiration. Puis, à votre aise, vous reposez les bras, soit sur les côtés en Shavasana, soit sur le ventre. Vous êtes couvert, vous avez votre polaire, votre couverture, vos vêtements. Et vous détendez l'ensemble du corps. Vous observez une certaine tension au niveau du haut du dos, puisqu'on a beaucoup travaillé le haut du dos. Donc, il serait important dans cette relaxation finale d'amener beaucoup d'attention et de douceur avec la respiration dans ce niveau, dans cette partie du corps. On va sentir l'air qui vient se balader du nez jusqu'à la cage thoracique et on vient observer comment, avec chaque respiration, le dos arrive à se détendre. C'est-à-dire le dos arrive à se ramollir. À chaque respiration, vous pouvez sentir le ventre et les poumons qui se remplissent et qui se vident. Vous pouvez sentir à chaque respiration les côtes qui se soulèvent et les côtes qui redescendent tout près du sol. Vous pouvez sentir ensuite la même sensation dans la région du ventre, le ventre qui se soulève, et puis le ventre qui descend en emmenant avec lui le bas du dos. Vous pouvez sentir le bassin
À l'inspire, le bassin se remplit. Et à l'expire, le bassin peut exprimer, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui est inutile, de ce qui vous gêne. Puis vous sentez le poids des cuisses qui s'aplatit dans le sol. Vous sentez le poids des genoux, le poids des mollets qui rendent les jambes lourdes. Vous sentez enfin les chevilles et les pieds. Vous pouvez sentir le poids des orteils qui coulent dans les chevilles et dans les talons. À chaque respiration, nous pouvons sentir les bras, les épaules, les poignets et les mains qui pèsent de plus en plus à l'endroit où elles sont posées. Et enfin, on peut sentir le poids du crâne et surtout on pourra sentir à quel endroit du crâne la tête est posée dans le sol. Et sur quelques minutes, on va pouvoir sentir l'empreinte du corps dans les différentes articulations, sentir l'empreinte du corps qui coule un petit peu plus, qui s'enfonce un petit peu plus dans le tapis. Pendant la minute qui suit, on va continuer d'observer cette sensation de poids du corps. Et pour accentuer cette sensation, pour accentuer la sensation de relâchement, de ramollissement, on va pouvoir allonger encore un peu la respiration. Et en continuant d'allonger la respiration, on va pouvoir étirer les bras derrière la tête, croiser les mains, étirer les paumes de main loin derrière, étirer les jambes, le bassin. Et puis relâcher sur l'expire, bailler. Et tranquillement revenir en boule, en ramenant les genoux contre la poitrine, en poussant légèrement les mains sur les genoux, en relâchant les bras, les épaules, et on va pouvoir tourner sur le côté, toujours en boule, et prendre appui sur les deux mains, laisser la tête qui pèse vers le sol, en même temps qu'on est en train de pousser les mains pour se redresser. La tête roule sur les épaules en tout dernier. Et une fois qu'on est assis, avec les yeux fermés, on va pouvoir engager la cage thoracique pour inspirer. Expirer. Et chanter 3 fois le son. On inspire. Sur un dernier, vous ressentez comme c'est comme un soupir de soulagement.
Quand on est prêt, on ouvre les yeux à nouveau. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Et j'espère surtout qu'elle vous aura été utile pour la salutation au soleil, de manière à ce que chaque mouvement, chaque geste, chaque mot-clé soit inscrit en vous, dans votre mémoire et dans votre corps, et que ça vous permette à chaque fois que vous faites la salutation au soleil, que les réflexes parviennent dans le subconscient, que vous n'ayez plus à vous en rappeler, mais que simplement que ça vienne comme un automatisme. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine fois, puisque ça va durer encore un petit peu longtemps. Donc, bonne semaine, à bientôt.